parce qu'il y a des gens aussi qui se disent, OK, c'est important de faire un débrief et un retour d'expérience quand il y a quelque chose qui s'est mal passé et qui a eu beaucoup de problèmes. Mais on va quand même pas faire des comptes rendus de fin de mission quand il y a eu un super succès. Et la première fois que je t'avais parlé de ça, tu m'avais dit, ben, non, mais faire des comptes rendus de fin de mission, faire des retours d'expérience, ça sert aussi à sentir la vraie dynamique et à pas se déconnecter comme la France a pu se déconnecter entre deux guerres, où ta doctrine en fait devient une religion qui est plus Oui. challengeable. Et donc, je voudrais bien que tu me parles de ça, de faire des comptes rendus de fin de mission, l'importance de tous ces outils-là quand tout va bien et quand ça marche. Bah oui, alors c'est quelque chose que on constate, ça c'est un phénomène très humain, hein. C'est-à-dire qu'on se remet beaucoup plus en question lorsque on a subi un échec grave que lorsque on a connu un grand succès, quoi. Euh, Ça c'est un phénomène extrêmement classique. Mais en réalité, c'est souvent lorsqu'on a connu un grand succès qu'il faut se méfier, quoi. Euh, Parce que d'abord, alors, dans le domaine militaire, quand on connaît un grand succès, ça veut dire que bon, les autres l'ont vu aussi, et que les autres soit imitent. Ceux qui peuvent être frappés à leur tour, bah, soit ils essaient d'imiter ce qui a marché. Prenons l'exemple de la Prusse, de la guerre entre la France et la Prusse. Après 1871, la première chose qu'on fait, c'est imiter ce que font les Prussiens, quoi, ce qu'ont fait les Prussiens. Hein. Donc, on crée une école de guerre, on reprend intégralement tout leur système, quoi. Pour intégrer l'école de Saint-Cyr, il faut parler allemand, quoi. Et donc, d'un seul coup, il faut. Voilà. Donc, on apprend du vainqueur, ça c'est une première façon. Ou alors, on fait exactement l'inverse, on réfléchit sur les manières de s'opposer à ça, quoi. Donc, on trouve des parades. Donc, il faut se dire, une fois qu'on a réussi, surtout dans un contexte un peu conflictuel, il faut imaginer que notre environnement réagit, quoi, hein, réagit à ce succès et provoque déjà des anticorps et des moulines pour trouver des parades, quoi, hein. Alors, ça, c'est hyper intéressant parce que il y a la même chose un peu en théorie sur les entreprises, des théories financières et tout. Il y a des gens qui disent que c'est impossible dans le monde qu'on a où tu as des consultants qui naviguent entre les boîtes, où tu as des gens qui naviguent entre les boîtes et tu as assez d'internet et de forums pour savoir ce qui se passe à peu près dans une boîte, même si tu n'y es pas. Ils disent dans ce monde-là très connecté, c'est impossible pour une entreprise d'avoir des retours financiers beaucoup plus élevés que les autres pendant longtemps. Parce que si Ouais. tu as un secret, on va le trouver, on va. Et donc, ce que tu dis un petit peu, c'est si tu as un gros succès et que toi, tu n'es pas en train de l'étudier et de l'améliorer, Oui, c'est con parce que tous les autres sont en train de le faire. Et donc, oui, oui. ils vont te doubler. Et si toi, tu capitalises pas dessus en l'étudiant et en le comprenant, en le digérant, en l'améliorant. Oui, oui, donc c'est quasiment une loi. Il faut se dire que voilà, il faut, bah, tout simple, hein, il ne faut pas se reposer sur ses lauriers et il faut remettre, voir. Et je sais pas, et c'est aussi intéressant. C'est pour ça qu'il faut regarder aussi ce que font les autres, quoi. Si tu vois que tous les autres sont en train de réfléchir, à savoir comment te mettre en échec, bon, il faut là aussi il faut le faire. La métaphore est valable aussi dans le domaine sportif, hein. Une équipe qui développe une méthode, une équipe de foot qui développe une nouvelle méthode, genre on leur met l'équipe de foot de Barcelone qui invente le système de passes très courtes, etc. Ben, voilà, tout le monde regarde. En plus, pour le coup, il y a toujours un gros public et tout le monde regarde et tout le monde finit par imiter. Donc, au bout d'un moment, ça s'annule, quoi. Si tu développes pas, si tu évolues pas, ben, mécaniquement, les rendements vont être, au bout d'un moment, vont être décroissants, quoi. Mais toute la difficulté, c'est voilà, c'est vrai, c'est une vraie difficulté psychologique, hein, d'arriver à se challenger, de se mettre au défi, alors qu'on est en train de réussir. Euh, et surtout si en plus, comment dire, tu as un système où les gens qui réussissent finalement sont promus, par exemple, et, sont comment dire, enfin, bon, allez, ça implique de se remettre en cause, en réalité. Voilà, c'est ça le Mm. truc. Et se remettre en cause, c'est jamais super évident, quoi. D'ailleurs,
globalement, c'est même plutôt rare en réalité. On s'aperçoit souvent, alors je crois, même militaire, que finalement ça aboutit à des chocs. Je donne un autre exemple. Les, pendant les guerres entre Israël et les pays arabes, la guerre des 6 jours, 1967, un succès incroyable de l'armée israélienne. Bon, ils écrasent l'armée égyptienne, l'armée syrienne, l'armée jordanienne en 3 fois 2 jours. Bon, et du côté égyptien, ben, on se dit, oula, donc grosse claque. Du côté israélien, super, on a trouvé le paradigme, on a trouvé la méthode infaillible. Et donc, en réalité, rien ne bouge vraiment de leur côté. Côté égyptien, il y a une remise en cause. On se dit, voilà. Et en même temps, ils se disent, bon, ben, ok, on ne peut pas faire comme les Israéliens, on n'a pas les compétences, on n'a pas les. Et donc, on va essayer de trouver une solution. Et donc, ils disent, on va faire avec nos qualités à nous. Et nous, on est très méthodique. Ben, on va pousser la méthode à fond. Et ils montent une opération de franchissement du canal de Suez, qui est l'opération la plus préparée, la plus planifiée, la plus organisée de l'histoire de la guerre, quoi, pratiquement. Il répète des dizaines de fois l'opération. Chacun sait ce qu'il a à faire pendant 2 jours. Et lorsque ça se déclenche, ça marche parfaitement. C'est une mécanique extraordinaire qui est vachement bien. Et donc, ça fonctionne parfaitement. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont anticipé, comme ils ont bien observé les Israéliens, ils savent très bien ce que vont faire les Israéliens. Ils savent que les Israéliens vont foncer tout de suite, vont prendre l'initiative pour les attaquer tout de suite. Et donc, ils préparent ça, ils préparent des embuscades, ils préparent tout un réseau de défense sur lequel les Israéliens viennent se casser, quoi. Et donc là, on a un exemple en l'espace. En réalité, ça se passe en l'espace de 3 ans, quoi. En l'espace de 3 ans, il y a toute une armée qui réfléchit, qui se transforme, alors que l'autre ne bouge pas, quoi. Et le résultat est là aussi un choc. Et ce qui est intéressant, c'est que aussi, il y a un premier choc initial, mais les Israéliens vont évoluer très vite aussi en l'espace de quelques jours. Hop, ils vont complètement changer leur méthode, leur organisation, et quelques jours plus tard, c'est plus la même armée israélienne qui évolue. Sur la Marne, en 1914, le miracle de la Marne, c'est un miracle de l'innovation aussi. Et l'armée française qui se prend une grosse claque sur ce qu'on appelle la bataille des frontières, fin août, c'est absolument désastreux, mais 2 semaines plus tard, sur la Marne, on gagne. Et entre les deux, en 2 semaines, alors qu'on est en train de se replier, etc., on se transforme aussi en même temps, quoi. Et l'armée n'est plus la même, quoi. Mais voilà, c'est toute la difficulté. Alors, c'est une particularité militaire aussi, c'est qu'on est un peu en courant alternatif, quoi. C'est-à-dire qu'il y a tant de paix, tant de guerre, c'est pas un phénomène continu. Bon. Et donc, les premiers combats sont souvent aussi des révélateurs, quoi. C'est ce que dit Clausewitz. Il dit, voilà, on paye comptant sur le champ de bataille, on paye comptant tout ce qu'on a fait avant, quoi. Tout ce qu'on a préparé, quoi. Et puis, généralement, les résultats sont très importants, quoi. Et souvent désastreux pour un des camps, quoi. Et c'est après que introduit le changement. Après, tu as des armées. Alors, toute la difficulté que l'on a, c'est comment faire pour éviter de se prendre des claques, quoi, d'avoir des chocs et d'être obligé d'évoluer sous la pression. Là, alors ce qui est peut-être un peu une spécialité française aussi, de ce point de vue. Ce qui montre bien que derrière, il manque quelque chose pour. Alors, on s'adapte souvent très vite et très bien lorsqu'on subit des chocs. Donc, il y a une capacité d'adaptation qui est assez bonne, mais c'est une grande capacité aussi à subir des chocs, à avoir des chocs. Et je reviens sur l'exemple de l'armée allemande. L'armée allemande, Seconde Guerre mondiale, par exemple, a subi des défaites, mais voilà, parce que derrière, il y a toujours ce processus de réflexion plus souple, on s'auto-analyse en permanence, et qui fait que il n'y a pas ce décalage, que le décalage qu'il peut y avoir avec la réalité, enfin avec l'environnement, avec les autres, est moins grand qu'il ne l'aurait été s'il n'avait pas fait tout ce processus, tout ce travail d'observation, de recherche, d'analyse, de critique. De critique, en fait, c'est ça. Et derrière tout ça, il y a aussi un élément important, c'est l'idée de critique, justement. Voilà.
pour évoluer, il faut être critiqué. Si personne ne dit que les choses ne vont pas dans le bon sens, ça ne va pas évoluer, quoi, hein. Il n'y a pas de raison, quoi. Donc il faut des gens qui disent attention, attention, là il y a un risque. Mais pour ça, il faut qu'il y ait un espace de liberté. Je reprends l'exemple de la Première Guerre mondiale, bon, que je connais bien, hein, mais ce qui est intéressant dans la Première Guerre mondiale, c'est que, en dehors du choc initial de 1914, après, c'est une armée qui évolue très vite. De toute façon, l'armée française, Première Guerre mondiale, 14 à 18, c'est jamais une organisation de 4 millions d'individus en France n'a évolué aussi vite. La transformation est radicale. Bon. Et parmi les éléments qui ont permis ça, il y a une forme de débat interne. C'est-à-dire qu'on tolère que des généraux contestent la doctrine. Et ils disent voilà, bon, donc voilà comment on fait. Et puis il y a des gens qui disent bon, on doute un peu de l'efficacité, on propose autre chose. C'est un peu comme en politique entre majorité et une opposition, quoi, hein. Et ce qui se passe très concrètement pour l'armée française pendant la Première Guerre mondiale, c'est que la doctrine souvent est mise en échec. Donc, fin 1915, ce qu'on fait n'est plus valable. Donc, par dire simplement, la doctrine du moment, c'est de dire voilà, il y a des lignes de défense, on les perce toutes en un seul assaut, quoi. On fonce, on écrase tout sur l'artillerie, et puis on fonce jusqu'à ce qu'on ait percé toutes les lignes de défense allemandes. Et puis ça ne marche pas. Et donc, on est dans une situation, je reviens à cette idée de paradigme scientifique, où la réalité, la doctrine ne colle plus à la réalité. Bon. Il faut trouver autre chose. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des gens qui ont réfléchi à autre chose. Le chemin ne va plus dans le bon sens, mais il y a des gens, des éclaireurs, qui ont exploré d'autres voies, quoi, et qui tout de suite proposent une autre direction. C'est ça qui est important. Donc là, en 1915, il y a des gens comme Foch notamment qui disent on va procéder autrement. Au lieu d'essayer de tout percer, on va faire ligne par ligne, on bombarde, on s'en empare, on fait avancer l'artillerie, on rebombarde. On va faire ça de manière méthodique. Et donc, c'est la nouvelle doctrine qui est mise en place, qui est mise en œuvre sur la bataille de la Somme, qui ne marche pas très bien non plus en réalité, parce qu'en face, on s'adapte aussi, les Allemands s'adaptent aussi. Et donc, mais entre-temps, il y a d'autres gens qui ont réfléchi. Ils ont dit, non, on peut faire maintenant ce qu'on ne pouvait pas faire en 1915, on peut le faire avec des nouveaux moyens, modernes, etc. Et ainsi de suite. Et on avance comme ça de paradigme assez. On change de doctrine en gros tous les ans, pendant la Première Guerre mondiale. Avant la Première Guerre mondiale, on change de doctrine à peu près tous les 10-12 ans. Et pendant la guerre, c'est tous les ans. Donc ça va 10 fois plus vite. Mais ça marche parce qu'il y a des gens qui réfléchissent. Et on tolère que des gens écrivent, on tolère une forme de contestation interne, en réalité, dans un cadre précis. Hein, alors, ça s'engueule beaucoup à l'intérieur, mais au bout du compte, ça progresse, quoi. On trouve des solutions à chaque fois qu'on voit on a un problème, que les choses ne marchent plus comme avant, on a tout de suite des solutions. Parce qu'on a toléré que des gens réfléchissent à autre chose, explorent d'autres voies. Et donc ça, c'est un élément fondamental aussi, hein, de l'évolution, c'est la capacité à s'autocritiquer en permanence. Alors, pas de manière paralysante ou négative, hein, de manière constructive. Hein, donc des gens qui proposent en permanence qui explorent, on va dire autrement, qui explorent des possibilités, qui observent aussi, alors ça c'est aussi un peu la fonction, le rôle du renseignement, de dire voilà, attention, voilà ce qui est en train de se passer en face, voilà les menaces qui peuvent arriver, comment, et donc voilà, d'alerter, c'est une autre fonction, l'alerte mais tout ça, encore une fois, ça suppose de travailler, ça suppose d'observer, ça suppose de réfléchir, ça suppose de sortir un peu le nez sur le guidon, de sortir de ce qu'on fait, de l'opération en cours, et de prendre un peu de recul, de regarder ce qui se passe autour de notre zone d'action, quoi. Voilà, les militaires disent toujours il y a une zone de responsabilité, c'est la zone dans laquelle on agit. En gros, c'est celle où on est le nez sur le guidon, c'est ce qu'on fait, quoi. Et puis, il y a la zone d'intérêt. Et c'est tout ce qui est tout autour de cette zone, dans laquelle on n'est pas forcément impliqué,
mais dont pense que ça peut avoir un effet sur ce qu'on fait, quoi. Euh, et cette zone d'intérêt, ben ça, c'est là où là, c'est le domaine des gens qui regardent ce que font les autres, gens qui regardent comment évolue l'environnement, économique, comment évolue la nuit aussi, tout simplement, autour de nous, voilà, qui observent l'extérieur. Alors, on y revient, hein, c'est encore une fois, c'est une sorte de surplus, hein, c'est une sorte de. Mais par rapport à la tâche immédiate, la mission première, mais c'est ce qui permet au moins d'éviter autant que possible les surprises et donc les chocs, etc. Et donc pour ça, oui, il faut sortir, encore une fois, il faut sortir le nez sur le guidon et observer ce qui se passe tout autour, quoi. Ça soulève un point qui est hyper intéressant, qui est, OK, si l'outil pour évoluer, un des outils pour évoluer, c'est compte rendu de fin de mission, rétex, etc., qu'est-ce qui t'incite à évoluer même quand les choses vont bien? Et là, tu disais un point, c'est j'observe ce qui se passe autour et je me dis, attention, ça je vais me le prendre dans la tête, il faut que j'évolue. Ouais. C'est un point. Et c'est vrai qu'en entreprise, il y a plusieurs réponses à ça. Chez Amazon, ils adorent. En fait, ils disent, on met le client au centre parce que le client, il est toujours insatisfait. Et c'est ça qui va être notre moteur d'évolution, c'est l'insatisfaction permanente du client. Et donc, on ne peut pas juste regarder nos concurrents et se dire, OK, ça va, ça ne bouge pas trop, donc on peut se calmer. On observe plutôt le client parce que lui, il évolue tout le temps. Et ça peut être un moteur. Alors, dans le monde militaire, pas vraiment. Il vaut mieux regarder sur les menaces de ce qui se passe autour parce que le client va vouloir dire, OK, on réduit les coûts. Si tout va bien, on réduit les coûts plutôt que on évolue au niveau suivant. Mais c'est une des réponses. Et je pense qu'il y en a une autre c'est Gary Vaynerchuk qui disait ça. Il disait la chaîne d'hôtels Marriott aurait dû inventer Airbnb. C'est pas Airbnb qui aurait dû venir les percuter de plein. Je crois que c'est la recette numéro 25 sur Bonjour Wild où je parle de ça. Et en fait, c'est la notion de prendre des euros de bénéfices et les mettre dans te disrupter toi-même. Et ça, en fait, ça s'appuie sur l'ambition des jeunes cadres que tu vas mettre à la tête de ces projets-là et qui vont venir te chercher, un peu comme les éclaireurs avant la Première Guerre mondiale avaient préparé des nouvelles voies. Oui, oui, non, bien sûr, alors, en fait, il faut s'intéresser à plein de choses. Moi, je compare souvent les armées à des plantes. C'est-à-dire qu'elles sont orientées, une plante, elle est orientée vers le soleil, mais elle a des racines dans le sol. Et le soleil, pour nous, c'est l'ennemi, quoi, en gros, hein. Donc, voilà, donc on se prépare à affronter un ennemi, soit un ennemi actuel, soit un ennemi potentiel, mais donc on est très polarisé vers ça. Mais en réalité, il faut regarder aussi les ressources que l'on a, elles viennent de la nation, enfin, elles viennent du reste de la nation. Et donc, il faut observer aussi ce qui se passe dans la nation, parce que ça va avoir un impact qui évolue, et donc il va avoir aussi un impact sur ce qu'on est capable de faire. Et donc, il faut avoir aussi des gens qui observent les évolutions économiques, les évolutions démographiques, etc. Tout ce qui se passe, tout ce qui peut avoir un impact sur nous, quoi. Je prends l'exemple de la Première Guerre mondiale. La Première Guerre mondiale, on a plein de gens qui réfléchissent, effectivement, mais par exemple, il n'y a pas les militaires français, ils sont nuls en économie, par exemple. Et donc, du coup, on est persuadé qu'on ne pourra pas faire la guerre très longtemps, quoi. Parce que ça durera quelques mois. Donc tout est organisé en cette idée que le pays ne peut pas faire la guerre plus de quelques mois. En réalité, c'est faux, quoi. On a été capable de s'organiser pour durer des années. Donc ça, on ne l'a pas vu, quoi. Et donc, s'il y avait eu des gens qui s'étaient un peu plus connectés sur ça, et pas simplement sur son métier, encore une fois, hein. Il faut regarder tout l'environnement, quoi. Il faut regarder. Alors, on a toujours un peu tendance à se concentrer sur les évolutions techniques, par exemple, c'est-à-dire voilà, oula, les trucs, voilà, les nouvelles technologies qui apparaissent. Mais en réalité, il n'y a pas que ça, quoi. Il faut regarder les évolutions des idées. Managérial, oui. Il faut regarder les évolutions démographiques, c'est super important, quoi. La composition des populations, etc. Il y a tout un tas de choses qui ont des impacts, des méthodes économiques. Enfin,
encore une fois, pour les militaires, on fonctionne avec un budget quoi, aussi. Hein, et s'il n'y a pas de croissance, ben, notre budget, ça va être compliqué. Quoi. Et donc, on est obligé de faire avec des ressources moindres. Et pour ça, il faut peut-être anticiper. Donc, on a on développe par exemple des systèmes d'armes sur 40 ans. Quoi. C'est un gros problème. Quoi. Sur 40 ans, sur 40 ans, on sait pas, en gros, on ne sait pas comment on va pouvoir les payer. Euh, et s'il y a une crise économique, ben, tout le truc tombe à l'eau. Quoi. Enfin, et tout ça, ben, si on veut anticiper un peu les choses, il faut s'y intéresser. Donc, moi, je milite et finalement, c'est un peu ce qu'on fait aussi les militaires. Hein, c'est-à-dire qu'on pousse les militaires à s'intéresser à d'autres choses. Moi, je suis, à un moment donné dans ma carrière, on m'a envoyé 2 ans faire de l'histoire. Donc, je suis parti en fac. 39 ans, je suis parti en fac, 2 ans en fac, quoi, faire de l'histoire. On dit, OK, va faire de l'histoire. Et après, tu reviens, et puis tout ce que tu as appris, les façons de faire, la méthode historique, et tout ce que tu as appris, bah, ça nous servira un peu plus tard. Mais il faut envoyer des gens aller voir de l'économie, faire de l'économie, etc. Quoi. En réalité, moi, dans ma carrière militaire, j'ai passé quasiment 4 ans à faire autre chose que du militaire. J'ai fait, voilà, j'ai un DUG de lettres, j'ai un DUG d'administration économique et voilà, et j'ai tout un tas de trucs qui, alors c'est là aussi c'est un investissement quoi, mais envoyer les gens regarder autre chose et pour nourrir la réflexion. Encore comme on l'a dit, ça peut être une réflexion analogique. On se dit tiens, regardez ce que font les autres, ça peut être utile. Puis ensuite aussi pour voir ce qui se passe autour de nous. Quoi. Comment ça peut influencer ce qu'on est en train de faire. Quoi. Quel est le parti que l'on peut en tirer? Quelles sont les menaces qu'il peut y avoir? Quelles sont les opportunités, etc. Quoi. C'est Peter Drucker, dans Les Entrepreneurs, qui explique tout ça. Il dit voilà, principale source d'innovation, en réalité, c'est d'observer observer le monde. Quoi. Et parmi ça, il y a notamment la démographie. Quoi. Et il dit il faut observer les anomalies, tout ce qui se passe de manière bizarre dans le monde. Tous les résultats qui ne sont pas conformes à ce qu'on pourrait attendre. Et je dis, voilà, ça, c'est systématiquement des indices qu'il se passe quelque chose de nouveau. Et donc, il faut se focaliser là-dessus et regarder ce qui se passe derrière. Alors, on peut le faire de manière dans le monde militaire, hein, dans notre boulot, mais c'est aussi intéressant de le regarder ailleurs quoi, aussi. On dit, tiens, il y a fait quelque chose de nouveau, ça peut être intéressant ou non, mais ça vaut le coup quand même de regarder. Quoi.